Bonjour à tous mes chers auditoris, comment ça va? Eh bien écoutez, moi ça va plutôt bof, parce qu'en fait je n'arrive pas à oublier mon ex, et je passe mes soirées à pleurer. Je suis Lucas Baran, votre narreur, et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un auteur un peu méconnu, qui est français, et qui s'appelait Pierre Boulle. Sous ce patronyme un peu rigolo, se cache l'un des auteurs les plus rentables du XXe siècle. En écrivant notamment Le pont de la rivière Kwai, qui a été adapté en film à Oscar, et La planète des singes, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir l'une de ses œuvres que peu de gens connaissent, qui a été écrite en 1953 et qui s'appelle Le règne des sages. À cette époque, Pierre Boulle a 41 ans. Après avoir vécu et travaillé en Asie du Sud-Est, où il était loin de son Avignon natal, où, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, il a dû combattre face aux Japonais qui étaient alors alliés aux nazis, où il a été capturé par le régime du Vichy, d'où il s'est enfui pour pouvoir combattre à nouveau, cette fois-ci aux côtés des Anglais. Bref, après avoir vécu tout ça, il retourne en France et vit avec sa sœur et sa nièce. Quand on a vécu toutes ces choses, on se pose pas mal de questions sur la vie. Et donc Pierre Boulle, à 41 ans, célibataire, tente le rêve fou de devenir auteur. Il s'enferme et ne fait plus qu'écrire. En 1952, il sort son roman Le pont de la rivière Kwai, gros succès. Puis un an plus tard, en 1953, il sort son recueil Contes de l'absurde, dans lequel il nous écrivait cela. Le monde était enfin gouverné par la sagesse. Après des siècles d'errement, la raison et la science avaient triomphé des antiques chimères. Les hommes avaient cessé de s'entre-déchirer. La religion et la politique ne passionnaient plus personne. Les frontières géographiques avaient été abolies. Les tribus, les nations, les sectes, les églises avaient peu à peu disparu et s'étaient fondus en organismes de plus en plus vastes, jusqu'à ce qu'il ne restât plus en cette année 2300 que 2 groupements humains, 2 partis, 2 écoles qui se partageaient la totalité des terriens. La première école, baptisée corpusculaire ou encore électroniste, enseignait que toute chose dans l'univers est composée de petits éléments appelés électrons. Toute chose, c'est-à-dire non seulement la matière, mais le rayonnement, l'espace même, et enfin, comme l'avait brillamment démontré le savant Particule, gloire et chef à contester de ce parti, la pensée. La deuxième école, dite onduliste, soutenait au contraire que l'onde est l'essence du monde, et dénonçait l'électron comme une illusion créée par l'imperfection de nos sens et de nos appareils de mesure. La nature n'est que vibration, affirmaient les ondulistes, et au célèbre traité du docteur Particule démontrant la constitution granulaire de l'esprit, le savant harmonique, grand maître du parti vibratoire, avait opposé son impérissable ouvrage de la nature ondulatoire de la pensée, dans lequel il stigmatisait l'erreur capitale de son collègue. Chacun de ces groupes avait ses partisans acharnés. On était granulaire, appellation familière des électronistes, ou vibratoire, surnom populaire des ondulistes. Comme on avait été autrefois catholique, socialiste ou américain. Les discussions scientifiques avaient remplacé les antiques querelles. Elles roulaient sur des questions de physique théorique, sur la structure interne du meson ou du photon. Il s'y manifestait autant d'ardeur et de compétence que dans les anciens débats politiques ou religieux. Le titre scientiste avait depuis longtemps remplacé celui de sujet, de citoyen et de camarade. Sa signification était à peu près la même. Il désignait un individu quelconque, perdu dans la masse.
la société avait adopté un système d'organisation simple. Comme il y avait 2 partis, il y avait 2 gouvernements. Un seul cependant était proclamé officiellement au début de chaque année gouvernement de la Terre à la suite d'élections universelles. Mais le parti battu en constituait immédiatement un autre, officieux, sous les lois duquel se rangeaient automatiquement tous ses adeptes. Les 2 écoles étaient administrées de façon analogue, chacune régentée par un conseil de savants. L'un présidé par particule, l'autre par harmonique, et ce conseil réglait à peu près toutes les questions intéressant ces scientistes. Ce dualisme avait été poussé jusqu'à sa limite extrême. Paris, par exemple, était devenu une double capitale, onduliste et corpusculaire. Il y avait 2 classes de commerçants, les uns vibratoires, les autres granulaires, 2 catégories de théâtre, de cinéma, 2 postes de radiodiffusion. Il y avait 2 lignes de métropolitains, l'une réservée aux adeptes de l'onde, l'autre aux partisans de l'électron. Cet arrangement durait depuis des années et avait donné à peu près satisfaction. Tous les ans, les 2 conseils, composés des savants les plus fameux, mettaient au point la doctrine. Chaque scientiste était tenu d'en connaître par cœur les lois rédigées à l'usage de la masse, qui en résumaient l'essentiel. Le bréviaire populaire électronique, amendé par le docteur Particule lui-même, commençait ainsi. 1. L'électron est à la base de toute chose. Il est indestructible et éternel. 2. Le salut de l'humanité ne peut venir que de la croyance en l'électron. 3. La foi en l'électron est le fondement de toute morale. 4. Il n'existe pas d'onde. 5. L'onde est une illusion de l'esprit. Elle est détestable comme toute erreur. 6. L'onde est la plus exécrable des erreurs, car elle contient en germe toutes les autres. Le code vibratoire se présentait sous la forme de questions et de réponses, faciles à retenir. Harmonique en avait rédigé de nombreux chapitres. On y lisait des passages tels que celui-ci. Question : qu'est-ce que l'onde ? Réponse : l'onde est l'essence de l'univers. Matière et esprit n'existent que par l'onde. Question : qu'est-ce que l'homme ? Réponse : l'homme, composé de matière et d'esprit, est une subtile combinaison d'ondes. Question : qu'est-ce que harmonique ? Réponse : harmonique est un homme, donc harmonique est une combinaison d'ondes. Mais harmonique est la plus subtile combinaison d'ondes qui puisse exister, car il a lui-même conçu l'onde. Aucun autre enseignement n'était donné à la jeunesse, sauf à quelques sujets d'élite destinés à faire éventuellement partie des grands conseils. Ces assemblées étaient en fait toutes puissantes, et la plus grande gloire d'un scientiste était d'être admis en leur sein. Mais rares étaient les élus. Une telle distinction nécessitait non seulement une connaissance parfaite de la doctrine, mais encore la réalisation d'une œuvre originale. Car les savants n'étaient pas figés dans une science immuable. Leur esprit était large et aventureux. Ils croyaient au progrès et saluaient l'apparition d'idées nouvelles, à condition qu'elles respectassent les dogmes fondamentaux. Particule lui-même admettait fort bien la découverte de certains groupements d'électrons qui lui avaient échappé. Il n'entrait en fureur que lorsque le principe de l'univers était discuté. Imaginer une onde là où il n'y avait que des corpuscules lui paraissait le seul crime punissable. De même, Harmonique condescendait à considérer d'autres formes de raisonnement que le sien, quand il s'agissait de fréquences. La torture et la peine de mort dans son esprit devaient être réservées à ceux-là seuls qui niaient l'onde et se vautraient dans le sacrilège en envisageant la constitution corpusculaire du monde.
Loin dans le passé était le temps où les maîtres des destinées humaines faisaient preuve d'une déraisonnable intransigeance. Sur le chapitre de la tolérance, les sentiments des deux grands chefs et de leurs collaborateurs présentaient une parfaite symétrie. Un autre point sur lequel les deux parties avaient des vues analogues était la nécessité de faire concourir les découvertes scientifiques au bien-être et au bonheur de l'humanité. Certes, les savants en venaient parfois à l'insulte quand les bases sacrées de la doctrine étaient mises en doute. On gardait le souvenir d'un congrès où les représentants les plus qualifiés des deux écoles avaient été réunis, dans l'espoir d'un accord et d'une unification totale. Les comptes rendus officiels relataient la séance en termes laconiques, n'en voilant que faiblement l'insuccès complet. En fait, après quelques discours où le sarcasme perçait sous la courtoisie, les esprits s'étaient échauffés. Le sage harmonique lui-même avait perdu son sang-froid et avait formellement accusé Particule de corrompre la jeunesse en professant une théorie incompatible avec la dignité humaine. Celui-ci n'avait pas été long à riposter. Des injures grossières avaient été échangées. Une mêlée générale avait suivi, au cours de laquelle le président Particule avait eu sa cravate blanche arrachée et ses lunettes brisées. Mais aujourd'hui encore, il racontait avec fierté comment il avait vengé l'affront en faisant sauter de son propre poing 3 dents de la mâchoire de l'abject harmonique, cet abominable petit singe dont l'existence était la honte de la science moderne. Ainsi, la sagesse se trouvait parfois en défaut. Toutefois, les guerres entre nations n'avaient pas survécu à la disparition des nations. Les deux classes de l'humanité vivant côte à côte, les batailles rangées eussent été impossibles à organiser, et la destruction d'une ville par un parti ne pouvait raisonnablement se concevoir, puisqu'elle eût abouti à la destruction des amis aussi bien que des ennemis. Les sources d'énergie de plus en plus considérables que les savants découvraient tous les jours dans la matière n'étaient utilisées qu'au profit de l'homme. Les ondulistes reconnaissaient dans cette puissance une nouvelle manifestation vibratoire. Les théoriciens corpusculaires démontraient qu'elle était contenue tout entière dans les électrons. Des querelles interminables troublaient le repos des scientistes paisibles. Quelques-uns encore n'étaient pas passionnés par ces questions. Mais les applications pratiques étaient toujours pacifistes. En ce premier jour de l'an 2300, le savant Particule s'éveilla le corps dispo, l'œil vif et le cerveau lucide. Les électeurs avaient confié au parti électroniste, dont il était le chef, la mission de gouverner et de représenter officiellement la Terre pendant l'année en cours. Il en ressentait un légitime orgueil et une joie que centuplait la rage imaginée de son rival harmonique. Il se leva de grand matin, prit sa douche d'électrons quotidienne et se trouva dans une disposition d'esprit favorable aux grandes réalisations. Ce jour-là se réunissait le comité directorial du Grand Conseil corpusculaire. Le savant réfléchit profondément au projet qu'il allait soumettre et mit au point les principaux passages de son allocution. À 10h moins 5 minutes, les 20 sommités qui formaient le comité suprême étaient réunis dans le temple de l'électron, lieu habituel de leur conférence. À 10h, le docteur Particule demanda le silence, l'obtint et prononça ce discours. Messieurs et chers collègues. L'appellation scientiste était réservée en général aux harangues populaires. Entre eux, les savants avaient conservé les anciens vocables. Il m'est inutile d'insister sur la signification profonde de ces élections. Le peuple nous a accordé sa confiance. Le peuple, en son robuste bon sens,
a reconnu la monstrueuse absurdité d'une théorie que je ne veux point nommer. Le peuple nous a élus. Nous sommes dignes de cet honneur. Nous montrerons au peuple, au cours de l'année qui commence, les miracles que peut accomplir la grande famille électroniste dont je m'honore d'être le chef. Messieurs, l'humanité est redevable de grands bienfaits à la science et à l'école corpusculaire qui en groupe les seuls représentants qualifiés. Dois-je rappeler les plus étonnantes de nos réalisations? Dois-je mentionner ces villes où règne en toute saison une douce température uniforme? Ces fleuves détournés de leur cours naturel pour la fertilisation de contrées autrefois désertes? Ces rivages hostiles et hérissés de falaises rocheuses transformées en plages sablonneuses? Ces mers inutiles à sécher, devenues de gras pâturages? Tout cela entrepris et mené à bien grâce à la toute-puissance de l'électron, et il faut bien le dire, corpusculaire, grâce à notre patiente perspicacité. Rien n'est impossible, mes chers collègues, à notre génie. Laissez-moi vous conter une anecdote qui distraira votre esprit de son incessant labeur. Il y a un peu plus d'un siècle, un écrivain fantaisiste, un humoriste, comme on appelait parfois les membres d'une secte disparue, crut faire une excellente plaisanterie en proposant, pour mettre fin à de fâcheuses querelles, de raser un massif montagneux et de combler un détroit avec sa masse. Vous devez comprendre, messieurs, que ce projet n'avait d'autre but que d'amuser les lecteurs. Les chroniques nous apprennent que certains personnages de cette époque prenaient plaisir à raconter des blagues. On nommait ainsi des histoires d'où le sérieux était volontairement banni, trahissant ainsi un état d'âme futile et irrationnel appelé ironie. Cette proposition, considérée comme extravagante, fit donc sourire. Eh bien, messieurs, nous ne sourions plus aujourd'hui. Nous qui savons que cette opération est parfaitement réalisable, qu'elle fut en fait réalisée, et ne nécessita que quelques réactions en chaîne, comme nous avons appris à les provoquer depuis longtemps. Mais c'est aujourd'hui d'un nouveau projet que je veux vous entretenir. Il ne comporte la destruction d'aucune montagne, quoique présentant quelque analogie de principe avec le précédent. Mais il est, je m'en flatte, d'une conception au moins aussi audacieuse, et son but est noble. Ne parlons plus du passé. Laissons les ondulistes s'endormir dans la contemplation béate de leurs pauvres travaux. Sachons regarder en avant et mériter chaque jour un peu plus le beau titre de bienfaiteur de l'humanité. Le docteur Particule, ayant terminé son préambule et conscient d'avoir éveillé la curiosité de l'assemblée, fit une longue pause, s'inclina sous les applaudissements, puis poursuivit dans un silence attentif. Il peut sembler à certains d'entre vous, messieurs, que cette humanité est raisonnablement heureuse, après tout ce que nous avons fait pour elle. Ceux-là pensent ainsi qu'ils n'ont jamais quitté nos pays où la civilisation scientifique fait depuis longtemps sentir ses effets. Ceux-là m'objecteront, et avec quelque apparence de sagesse, il ne reste plus grand-chose à faire pour améliorer la condition humaine. Mais je m'adresse maintenant à ceux parmi vous qui parcoururent le monde, à ceux qui rendirent visites aux peuplades arriérées de l'Équateur, à ceux qui ne craignirent pas d'aller chercher de nouveaux sujets de méditation et d'études sur la banquise des pôles. À ceux-là, je pose une question. Je leur demande de me dire, la main sur la conscience, sur leur honneur de savants, s'ils n'ont jamais connu une destinée plus misérable et des conditions d'existence aussi scandaleuses que celles des habitants de ces contrées défavorisées.
Existe-t-il un seul être dans cette assemblée? Existe-t-il un seul être dans cette assemblée qui ne sente son cœur se serrer, sa conscience se révolter, quand il songe aux épouvantables souffrances qu'endurent, par suite des rigueurs du climat, les peuples de l'extrême nord? Souffrances seulement égalées en horreur par celles des habitants de l'extrême sud. Souffrances que connaissent aussi, différemment, mais à un non moindre degré, les tribus de l'extrême centre. N'est-ce pas, docteur Akula, vous qui passâtes plusieurs mois parmi les Noirs de l'Afrique équatoriale, n'est-ce pas que vous vous êtes senti ému d'une telle détresse? Vous avez rougi, la honte vous est montée au visage quand vous vîtes ces malheureux accablés par un soleil de feu, désarmés devant la température d'enfer qui sévit là-bas. Quant à l'éducation scientifique de ces pauvres gens, abrutis, au cerveau liquéfié par l'excès de chaleur, vous l'avez dit vous-même, docteur Akula, il est préférable de la passer sous silence. N'est-il pas vrai, docteur Dourakov, vous dont le rapport à la suite d'un voyage d'études au pôle Nord concluait en ces termes? Les Esquimaux passant la majeure partie de leur temps à rechercher une nourriture rare et à se protéger contre les rigueurs du climat, n'ont pas la plus petite idée de la constitution de la matière. Ils n'ont pas la moindre notion scientifique. Ils n'ont jamais entendu parler de la désintégration de l'atome. Ils ignorent, écoutez-moi bien, messieurs. Je cite textuellement le rapport de notre camarade. Ils ignorent l'existence même de l'électron. Voilà, mes chers collègues, la navrante réalité. Messieurs, vous sentez tous que ce scandale ne peut se prolonger. Et vous avez déjà deviné, je le sais, le projet que je vais soumettre à l'approbation de vos hautes consciences. L'ennemi à vaincre dans l'un et l'autre cas, c'est le climat. Mon plan est net. En voici l'idée essentielle. Elle tient dans cette formule. Abaisser la température des régions équatoriales, élever celle des zones polaires, de façon à réaliser partout une température douce et uniforme. Plus de glace, plus de sueur. Un climat égal pour tous les scientistes. Une explosion d'applaudissements couvrit la voix du président. Un tel programme ne pouvait rencontrer d'opposants parmi les savants, dont tous les efforts étaient orientés vers le progrès de la civilisation et le bien-être de l'humanité. L'idée fut adoptée à l'unanimité. Particule reprit alors la parole. Messieurs, je vous remercie de votre confiance. Il me reste à vous expliquer le procédé que j'ai conçu et mis au point pour la réalisation de ce plan. Laissez-moi tout d'abord vous avouer que je perdis un temps précieux en étudiant et en essayant d'utiliser un certain nombre de projets partiels anciens. Celui par exemple de faire fondre la glace des pôles par une série d'explosions atomiques, ou celui qui consiste à modifier l'axe de rotation de la Terre. Je me suis convaincu qu'aucune de ces propositions n'apportait de solution parfaite ni définitive au problème à résoudre. Après quelques mois de recherche, messieurs, je compris enfin que je faisais fausse route. Et en même temps, le moyen idéal se présenta à mon esprit dans sa merveilleuse simplicité. Sa conception était véritablement à la portée d'un enfant. De quoi s'agit-il en somme? Non pas de deux opérations différentes, non pas d'une création de chaleur en tel ou tel point. La symétrie de l'entreprise rend sa réalisation ridiculement facile. Il suffit d'un simple déplacement, d'un transport d'énergie. Je ne vous ferai pas l'injure d'insister davantage. Le principe ainsi posé, la solution est évidente. Nous savons résoudre aujourd'hui les problèmes les plus compliqués de cette nature. Non par de grossières lignes comme on le faisait autrefois, mais par simple émission dans l'espace d'électrons dirigés. Il suffisait de réfléchir.
Aucun dispositif nouveau n'est nécessaire. Il ne faut que développer les anciens. Vous trouverez le détail de mes calculs dans la brochure que je vais vous distribuer. Mes chers collègues, il est temps de conclure cet exposé. Voici le résultat brutal. Il suffit de 50 groupes géants transformateurs-émetteurs répartis dans les régions équatoriales pour en drainer tout l'excès de chaleur. Je puis affirmer que ces groupes, dès leur mise en marche, maintiendront dans tous les pays tropicaux et équatoriaux une température moyenne de 20 degrés. C'est une température printanière. La chaleur ne fera plus de victimes. Les indigènes ne craindront plus d'affronter le soleil et seront arrachés à leur actuelle torpeur. Parallèlement, 50 groupes récepteurs transformateurs, judicieusement distribués dans les régions arctiques et antarctiques, apporteront aux Esquimaux et aux Lapons une chaleur bienfaisante et vivifiante. Dans ces contrées également, mes appareils établiront une température de 20 degrés. La glace fondra. De vertes prairies et des champs de blé doré s'épanouiront sur l'emplacement des anciens déserts de neige. Tous les peuples connaîtront enfin la douceur de vivre et chanteront les louanges de la science. Et tout cela, remarquez-le, sans aucune autre dépense que celle des appareils et de leur installation. En effet, l'énergie calorifique enlevée aux pays chauds est tout juste équivalente à celle qui est nécessaire aux pays froids. Un mot encore. Je crois qu'il est préférable de garder le secret absolu sur notre entreprise. Nous éviterons ainsi beaucoup de discussions inutiles. Peut-être même certains de nos indigènes feraient-ils de l'opposition. De tout temps, des retardataires se sont efforcés d'enrayer la marche du progrès. Mes amis, nous ferons leur bonheur malgré eux. Malgré eux, nous mettrons fin à leur supplice. Malgré eux, nous les empêcherons de rôtir ou de se geler. Je termine en adressant un cri de reconnaissance à la science et en m'inclinant très bas devant la conception corpusculaire qui nous permet en ce siècle de corriger les imperfections de la nature. Particule s'assit, salué par des trépignements d'enthousiasme, et les savants se disposèrent à passer à l'action. Les membres du comité, contrôlant à peu près toutes les usines granulaires, la fabrication des appareils nécessaires pouvait être immédiatement entreprise. Le secret était facile à garder. Les ouvriers ne sauraient rien de la destination des groupes géants. On leur dirait qu'ils étaient destinés à une nouvelle expérience. Depuis longtemps, ils étaient accoutumés à ignorer le but de leur effort. Le corps de savants estimait à une durée de 6 mois la construction des machines et leur installation au point déterminé par particules. D'après les prévisions de ce savant, les premiers jours de juillet verraient une modification profonde dans le climat de la vieille planète. Or, en ce même premier jour de l'an 2300, le comité du rayonnement, organe directeur du parti vibratoire, tenait une réunion extraordinaire dans la grande salle du palais de l'Onde. C'était une assemblée très docte et très respectable. Les plus hautes autorités de l'école onduliste étaient là. Il y avait Arthur Granton et le docteur Fritsch, les 2 disciples préférés du chef harmonique, qui l'assistait dans toutes ses recherches. Il y avait le docteur Nikolov, le plus grand spécialiste du siècle en matière d'ondes matérielles. Il y avait Horace Vermellon, qui, le premier,
avait réussi à capter et à mesurer les vibrations spirituelles. Il y avait bien d'autres gloires de la science. Il y avait enfin Harmonique. Harmonique, leur maître à tous. Harmonique à la sagesse de qui rien ne pouvait être ajouté. Harmonique qui, en ce jour néfaste, gardait une âme fière, donnant à tous l'exemple d'un courage inébranlable. Il déclara la séance ouverte et prononça cette allocution, qui fut considérée pendant longtemps comme le plus beau morceau connu de sobre éloquence scientifique. Messieurs et chers camarades, aucun de vous n'attend de moi, je l'espère, la moindre récrimination contre le verdict des élections universelles. Vainqueurs, nous eussions triomphé avec modestie. Battus, nous saurons trouver dans notre sagesse la force de mépriser notre défaite et de nous montrer sublimes dans l'infortune. Nous savons tous que notre école, ce roc onduliste que personne ne peut entamer et auquel je vous rendre ici un hommage débordant de gratitude. Que votre école, dis-je, était la seule digne de la consécration officielle. Le peuple ne l'a pas voulu. Le peuple, une fois de plus, s'est laissé séduire par une méchante caricature de la science. Nous n'en tiendrons pas rigueur au peuple. Mais nous ne saurions être atteints par une décision unique. Messieurs, j'ai dit, et je répète, nous ne tiendrons pas rigueur au peuple de sa sottise. Nous irons plus loin encore dans la voie de la grandeur et de la générosité. Nous allons montrer à la foule stupéfaite, à nos adversaires étonnés, combien sa stupidité et leurs manœuvres ont peu ébranlé notre foi en la science et notre volonté de servir la cause de l'humanité, même si celle-ci est abjecte. Nous avons déjà fait beaucoup pour cette humanité, messieurs. Nous allons faire davantage. Ce sera notre réponse à sa noirceur. Voici mon plan, que seuls connaissent encore mes amis Granton et Fritsch. Il est simple. Il est noble. Il est grand. Une phrase le résume. Débarrasser les régions polaires de leur cortège de glace. Attiédir le climat inhumain de la ceinture équatoriale. Faire sentir la douceur de printemps à plusieurs millions d'êtres défavorisés par la nature. Apporter ainsi à cette terre le plus grand bienfait qu'elle ait connu depuis sa création. Voilà, messieurs, notre riposte à l'injustice. Voilà le programme que va réaliser, avec votre approbation et dans le plus grand secret, le parti onduliste. Et quand tout sera prêt, quand, d'un petit geste de cette main, je libérerai les ondes qui transporteront au pôle la chaleur superflue de l'équateur, alors nous aurons le droit de retourner vers le peuple et lui dire « Tu nous as méprisés, tu nous as préférés à de vulgaires charlatans. Apprends où se trouve la vraie science. » Messieurs, j'ai terminé. Et je remets le projet aux voix. Cette proposition fut accueillie avec l'enthousiasme qu'elle méritait, et les savants ondulistes se mirent à l'œuvre sans retard. La technique du projet était d'une simplicité extrême. Il suffisait de transformer une partie de la chaleur des régions équatoriales en ondes énergétiques, de transmettre ces ondes aux régions froides au moyen d'émetteurs convenablement répartis et d'opérer la transformation inverse à l'arrivée. Les calculs du savant Harmonique montraient qu'une température de 20 degrés serait ainsi obtenue au pôle et à l'équateur. Si tout marche à souhait, avait conclu ce savant,
La première semaine de juillet marquera le début de l'âge d'or pour les Noirs et pour les Lapons. Intriguant, non? Enfin, moi, en tout cas, ça m'intrigue. Enfin, je connais déjà la fin, mais ça m'intrigue. Pour changer, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, dites-le en commentaire. Dites-le en plus soyant. Dites-le en partageant cette vidéo à plein de gens de très bon goût. Sinon, je veux pas faire le chieur, mais j'ai remarqué en checkant un petit peu mes statistiques YouTube que la plupart des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés à cette chaîne. Alors n'hésitez pas, hein? Qu'est-ce qu'il y a? On est timide? Hein? Eh ben faut pas, hein? Moi je mords pas, hein? Allez, abonnez-vous. En tout cas, si vous le faites, je vous dis à la semaine prochaine pour le final de cette histoire, et à dimanche pour le poème de la semaine. Je m'en vais parce que je peux pas passer des heures à vous piquer de l'attention comme ça, vous avez plein d'autres choses à faire, et je vous dirai très sobrement « Ciao ciao !» comme le dit si bien un grand chanteur d'internet. Messieurs, j'ai terminé. Et je remets le projet aux voix. Au revoir.